Le dimanche 17 juin 2007, la police fédérale de Bruxelles est avertie d'un triple meurtre commis dans le centre-ville de la capitale. C'était quand même assez impressionnant, même ayant vu pas mal de corps dans ces situations. C'est vrai que ce qui nous a frappé déjà d'emblée, c'est vraiment l'acharnement, l'extrême violence qui a été déployée pour arriver à un tel résultat. Les victimes font partie de la même famille. Il y a Caroline, il y a son mari François-Xavier, 48 ans également, et il y a leur fille, Karlushka, qui a 21 ans. Il est pour nous très difficile d'imaginer à ce moment-là qui aurait pu justifier cette horreur-là. C'est une famille qui est décimée en plein cœur de Bruxelles et toutes les circonstances qui entourent ce crime font que ça en fait un polar. Grâce à un travail minutieux, les autorités belges sont rapidement sur la piste d'un homme. Il présentait pas mal de lésions au niveau des mains, des lésions par instruments piquants et tranchants. Il donne des explications différentes, mais laquelle est la bonne? Les enquêteurs, ce sont des chasseurs. Et ça, chez nous, ça éveille tout de suite des suspicions. Nuit et jour, les policiers bruxellois vont travailler sans relâche, en multipliant les investigations. Il faut étayer les éléments dont on dispose. Donc, c'est une course contre la montre aussi. C'est vraiment une chasse à l'homme au chrono, donc une chasse à l'heure. Tout ça participe au fait qu'elle fait partie des grandes affaires criminelles des 30 dernières années en Belgique. Pour élucider ce triple meurtre, les enquêteurs vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Dimanche 17 juin 2007. Il est 12h35 quand la police bruxelloise reçoit un appel. Un corps vient d'être découvert dans une boutique de tissus, dans le quartier des Marolles. Ce dimanche-là, sur le coup de midi et demi, il y a des clients qui arrivent. La sonnerie de l'entrée fonctionne, personne ne vient à leur rencontre et la dame qui est venue rechercher ces tissus, forcément s'interroge, elle se pose des questions, elle passe derrière le comptoir et c'est là qu'elle découvre un corps qui baigne dans une mare de sang. Une patrouille de police se rend immédiatement au magasin Extrême Tissus, situé dans le centre de la capitale belge. À son arrivée, les secours sont déjà présents. Ça ressemble plus à un entrepôt en réalité qu'à un magasin. C'est une longue bâtisse qui est dans une petite rue juste en contrebas du palais de justice de Bruxelles. À l'intérieur du magasin, les policiers font face à une scène des plus édifiantes. Où il y a donc une femme qui est couchée sur le ventre. Il y a une chaise qui est renversée, donc on ne peut pas dire qu'il y a des traces de lutte, mais il y a un désordre. Il y a une mare de sang. Voilà. Donc tout de suite on a compris, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé là et qu'il s'agit d'une scène d'homicide. La logique, c'est qu'il y a d'abord une fouille de sécurité. Parce que l'auteur des faits, finalement, peut encore être sur les lieux. Et donc, vous imaginez le drame si jamais, pendant que les collègues sont en train de faire leur travail, un suspect sort d'une armoire où il était caché et pointe un des collaborateurs. Donc, ça doit être fait, évidemment, de manière rigoureuse. Les policiers, ils vont visiter ce grand entrepôt plein de meubles, de tissus, d'antiquités, et ils vont aller jusqu'au bout. Et au fond de ce bâtiment, ils vont tomber sur deux autres corps qui sont quasiment côte à côte et qui, eux aussi, sont dans une mare de sang. Les enquêteurs le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la section criminelle de la police judiciaire fédérale de Bruxelles, le compte à rebours est lancé. Dimanche 17 juin 2007, jour 1, première heure d'enquête. Il est un peu plus de 13 heures. Face à l'horreur de ce triple homicide, la section criminelle de la police fédérale est saisie. C'est le commissaire Jean-Michel Lemoine qui dirigera l'enquête.
C'est le patron de la police judiciaire qui m'appelle et qui me dit je te demande d'aller sur place. Jean-Michel Lemoine, c'est effectivement un policier aguerri, qui est le patron de la crime à l'époque, qui a traité de grosses affaires judiciaires en Belgique. Donc c'est lui, à partir de ce moment-là, qui va diriger et qui va coordonner l'enquête. Moins d'une heure après le premier appel au service de secours, le commissaire Lemoine et ses équipes arrivent sur les lieux, où règne déjà la curiosité et l'agitation. La rue des Capucins, où a eu lieu le crime, n'importe quel Bruxellois s'y est baladé au moins un jour. C'est pas possible autrement. C'est le quartier où on va au marché aux puces le dimanche chercher des petites babioles. Il fait assez bon de s'y balader. Et donc en fait, nous, quand on va arriver sur place, on a essayé de protéger un peu les scènes en fermant les rues, les accès, etc., pour pouvoir procéder à des constatations techniques. Le magasin appartient à un couple, François-Xavier et Caroline Storm. Impossible pour l'heure de savoir si l'un d'eux fait partie des victimes. Face à l'ampleur de cette scène de crime, 3 équipes de la police scientifique sont appelées en renfort. Parmi ces enquêteurs, Xavier Brols. J'étais de garde à l'époque pour le laboratoire de police technique et scientifique, qui est en fait un département de la police judiciaire. Et donc on a été appelés, et là les choses étaient vraiment claires, vous les appelez pour un triple meurtre. Mais il est clair que c'est pas fréquent de devoir faire face à 3 scènes de crime de manière simultanée. C'est vraiment un processus qui est rodé, c'est une horlogerie suisse qui se met en place. Et donc chacun a un rôle, a une fonction bien déterminée, qui permet de récolter justement les éléments de preuve. Evie de Bouzère, médecin légiste, est également présente sur la scène de crime. Il y avait déjà du monde et puis chacun a son rôle, chacun doit mettre ses priorités. C'est d'abord le labo qui fait le nécessaire. Et donc là aussi, comme il y en a plusieurs corps, on savait quand on était parti, mais pas quand ça allait être terminé. La superficie et la configuration des lieux ne facilitent pas la tâche des équipes du labo et du médecin légiste. On est face à une surface particulièrement compliquée pour nous, dans la mesure où l'ensemble de l'établissement s'étend sur plus ou moins 800 mètres carrés. Un grand dépôt avec des énormes quantités de tissus de toutes sortes, un peu partout. Tout était bien rangé, mais il y avait énormément de choses, énormément de matériel. Donc on va rencontrer la première victime, qui est une dame qui est couchée sur le ventre. Autour d'elle, une vaste mare de sang. Vous voyez déjà directement qu'elle avait énormément de lésions aussi et que voilà, il y avait des plaies par instruments piquants et tranchants. On fait directement le lien avec une attaque avec une arme blanche. Au fond de l'entrepôt, 2 autres corps sont visibles. Ces 2 victimes sont étendues dans cet espace sur le dos. Et vu le nombre de lésions que chaque victime présentait, on se disait que c'était quand même une lutte. Il y a du sang partout, sur le sol, sur les murs. Il y a l'impression vraiment qu'on leur a laissé aucune chance, qu'il y a une forme d'acharnement. Et vraiment tout particulièrement concernant le corps de la jeune fille, qui comporte des éléments troublants qui vont intriguer les enquêteurs. Elle est sur le dos également, mais sa poitrine est dénudée. Donc ça veut dire que le t-shirt et son soutien-gorge sont relevés jusqu'au-dessus de sa poitrine. Ce qui laisse à penser qu'il y avait un but sexuel derrière cette agression. Alors sur place, ça semble assez évident pour tout le monde que les victimes, ce sont les propriétaires du magasin et leur fille. C'est ce qui est le plus logique. Pour autant, il va falloir attendre l'identification formelle, l'autopsie, pour le confirmer. Cette scène de crime est particulièrement éprouvante pour ces professionnels, pourtant aguerris. Alors, je me souviens très bien, donc les collègues sortaient pour reprendre un peu d'air parce qu'ils étaient quand même fort marqués par ce qu'ils voyaient. C'était quand même assez impressionnant, même ayant vu pas mal de corps dans ces situations. C'est vrai que ce qui nous a frappé déjà d'emblée, c'est vraiment l'acharnement, l'extrême violence qui a été déployée pour arriver à un tel résultat. Ce sont des images qui marquent, c'est clair. Que s'est-il passé dans ce magasin du centre-ville de la capitale belge? Qui sont les victimes? Pour les policiers, une nouvelle enquête commence et elle leur réserve bien des surprises. Jour 1, 3e heure d'enquête. Alors que les constatations se poursuivent dans le magasin de tissus, une équipe procède à une enquête de voisinage. On va avoir très vite des informations par le quartier
du fait que c'est un commerce qui est tenu par une famille bruxelloise. Alors cette famille, c'est la famille Storm. Le magasin Extrême Tissu, c'est un peu une institution dans le quartier des Marolles. Il est donc tenu par un couple, François-Xavier et Caroline Storm. Les policiers qui sont sur place, dans un premier temps, ils vont prévenir la mère de François-Xavier. Pourquoi? Parce qu'elle a un magasin, elle aussi. Un magasin qui est très proche de l'entrepôt où ça se passe. Donc on va aller prévenir cette malheureuse dame en lui disant « on a besoin de vous ». Et elle va être rejointe par un autre fils qui s'appelle Vincent Storm, qui est donc le frère de François-Xavier. On va faire des photos pour autant que ce soit possible, présentables des visages des victimes, pour directement avoir un feedback qui peut confirmer l'identité des victimes. La mère et le frère de François-Xavier Storm confirment alors l'identité des victimes. Dans la première pièce, il y a Caroline, qui a 48 ans. Et puis dans l'entrepôt, il y a son mari, François-Xavier, 48 ans également. Ils allaient fêter leurs 25 ans de mariage. Et il y a leur fille, Karlouchka, qui a 21 ans. On constate qu'on est face à une famille décimée. Et il faut savoir qu'il y a un membre de la famille qui nous manque. Son neveu, qui s'appelle Léopold, qui a 19 ans. Et on se demande où il est. Et on va se poser tout de suite la question de savoir s'il est vivant. Et Vincent va raconter que Léopold, il est à la côte, à la mer, où la famille Storm a un appartement. Et Léopold étudie dans cet appartement, puisqu'il va bientôt passer des examens. À la demande des enquêteurs, Vincent Storm appelle son neveu. L'adolescent décroche. Sa voix est normale. Il ne sait encore rien du drame. Mais comment lui dire au téléphone que ses parents et sa sœur ont été sauvagement assassinés? Donc c'est son parrain, Vincent, qui va mettre les gants, les formes, et qui va lui dire voilà, il serait bon que tu rentres à Bruxelles rapidement, rapidement, c'est-à-dire dès que tu peux, ce soir. Pour les enquêteurs, là, l'urgence, c'est déjà de mettre Léopold Storm à l'abri, parce que si sa famille a été décimée, peut-être que lui est la prochaine victime. Et puis, il y a aussi une urgence à l'entendre. Le fait de faire revenir Léopold Storm, c'est surtout comme source d'information, pour savoir qui sont les victimes déjà, et s'il y avait un mobile potentiel pour pouvoir justifier une telle horreur. En attendant le retour de Léopold Storm, les policiers se lancent de toute urgence dans une enquête de personnalité. Ils fouillent la vie des victimes et cherchent un mobile au meurtre. Jour 1, 4e heure d'enquête. Alors que l'enquête vient de débuter, les policiers bruxellois sont face à plusieurs questions. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce triple meurtre? Les crimes cachent-ils un secret de famille? Ou ont-ils au contraire un mobile purement crapuleux? Il est pour nous très difficile d'imaginer à ce moment-là ce qui aurait pu justifier cette horreur-là. On a une scène de crime d'une violence inouïe, donc forcément, comme dans toute affaire criminelle, on interroge la famille, les proches. Cette famille nous est décrite d'emblée comme étant une famille commerçante, qui est travailleuse, tout à fait remarquable, formidable. La famille parfaite même, c'est le terme qui est utilisé régulièrement par tous les témoins qu'on entend. C'est presque trop beau pour être vrai, parce que tout le monde explique que c'était un couple qui s'aimait depuis toujours, qui allait fêter ses 25 ans de mariage. Il n'y avait pas le moindre problème entre eux. Ils ont eu deux enfants qui faisaient le bonheur des parents. Les deux enfants sont aux études. Karlouchka, 21 ans, donc étudie les sciences bio-ingénieurs à l'ULB. Léopold fait des études d'économie à l'ULB. Il n'y a absolument rien qui transparaît de négatif sur eux. Au contraire. Ça colle pas du tout, évidemment, avec 3 meurtres d'une telle violence. C'est inconcevable. Et l'hypothèse d'un vol qui aurait mal tourné ne résiste pas aux premières constatations. On retrouve sur place les affaires personnelles de chacune des victimes. Elles sont là en évidence sur la table d'entrée. GSM, portefeuille... La caisse est toujours là. Il n'y a aucun objet de quelconque valeur, semble-t-il, qui est disparu dans le magasin. Et donc, le motif du vol ne va pas d'emblée apparaître comme la première piste. Et alors, on va mettre tout ça ensemble pour pouvoir justement essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pendant que les investigations techniques se poursuivent à l'intérieur du magasin,
La nouvelle du triple meurtre se répand. C'est une famille qui est décimée en plein cœur de Bruxelles et toutes les circonstances qui entourent ce crime font que ça en fait un polar. Mais pourquoi on s'en est pris à ces braves gens? C'est un peu ça la question que tout le monde se pose. Et quelle horreur! Autant de coups de couteau, du sang partout. Donc forcément, ça suscite l'effroi dans la population. Chacun espère, les policiers les premiers, que le fils de la famille, seul rescapé du massacre, pourra apporter quelques réponses permettant d'orienter les investigations. Jour 1. 6e heure d'enquête. Gare de Bruxelles. À 18h07, le train de Leopold Storm arrive dans la capitale. Ce jeune homme de 19 ans ignore encore tout du drame. Sur le quai, il y a 3 personnes qui l'attendent. Il y a son oncle, Vincent, il y a 2 policiers qui sont là. On doit lui annoncer des horreurs à ce jeune homme. Donc on prend toutes les précautions quand même pour ne pas le brusquer et on l'emmène en voiture jusqu'au commissariat de police. Et là, dans la voiture, on lui dit effectivement que ses parents et sa sœur ont été retrouvés morts, et pire que ça, assassinés. Il est informé des faits, il va avoir un certain mutisme, il va pleurer un petit peu, mais sans exprimer d'autre chose. Pauvre jeune homme qui se retrouve comme ça, en quelques instants, privé de cette famille aimante et unie. Pourtant, il n'y a pas une minute à perdre. Il est indispensable que Leopold Storm réponde le plus vite possible aux questions des enquêteurs. Et donc nous, on est en attente de tout ce qu'il peut nous apporter comme information. Et c'est pour ça qu'il y a une première audition qui va se faire de lui à la police locale de Bruxelles. On attend de lui effectivement des informations, des indices peut-être, d'un conflit qui aurait opposé sa famille à certaines personnes. Seulement, le jeune homme n'a aucune idée de ce qui a pu déchaîner une telle folie meurtrière à l'encontre de ses proches. Il ne va rien apporter aux enquêteurs, si ce n'est qu'il adorait ses parents qui étaient formidables avec lui, qui étaient formidables avec sa sœur, et qu'il vouait à sa sœur une admiration sans borne. Leopold Storm a passé le week-end à La Panne, à 120 km de la capitale belge. Il va expliquer qu'il est parti à la mer parce qu'il doit étudier, qu'il a un examen le lundi, et donc qu'il est resté finalement tout le week-end à la mer. Il va expliquer aussi qu'il a essayé de contacter ses parents le samedi soir, mais qu'il n'a pas de réponse, et qu'il a réessayé le dimanche matin. Il y a cependant un détail qui intrigue les policiers qui auditionnent Leopold Storm. Depuis sa descente du train, le jeune homme semble cacher ses mains. Une attitude qui n'échappe pas à l'œil aiguisé du commissaire Lemoine. Les enquêteurs, ce sont des chasseurs. Ce sont des gens qui sont intéressés par tout ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et ça, chez nous, ça éveille tout de suite des suspicions. Des suspicions qui vont faire basculer l'affaire. Ce jeune homme, il rentre dans le commissariat, c'est un témoin. Et puis très vite, ça va basculer et il va devenir un suspect parce qu'on va regarder ses mains. Chacune des mains porte des traces de coupure. Il est blessé aux mains. Alors ça, pour nous, c'est un signe quand même important. Sur les mains de Léopold, il y a des traces de blessures à plusieurs endroits. Et donc, forcément, on va l'interroger. Il explique que c'est normal, ces traces, c'est lié à une chute, au fait qu'il se scarifie, et donc avec un cutter, mais également aussi au fait que le jeudi, il avait bougé une rifteuse avec son père. Il donne des explications différentes, mais laquelle est la bonne? Il y a au moins 4 versions là. Après un drame comme celui-là, on perd son père, on perd sa mère, on perd sa sœur, on parle d'une centaine de coups de couteau. Qui ne serait pas confus de se retrouver dans ce genre de situation? On est interpellé par les blessures et on va déjà solliciter un examen médico-légal externe des mains de Léopold pour voir si c'est compatible avec des coups de couteau qu'il aurait pu donner. Alors qu'elle vient de passer plusieurs heures sur la scène de crime, le docteur de Bouzère est prié de se rendre au commissariat.
Elle se retrouve alors face à un jeune homme prostré et renfermé. Il n'a pas montré beaucoup d'émotion au moment que je l'ai examiné. Mais voilà, c'est toujours difficile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, surtout si on a perdu sa famille très proche. C'est pas à moi de juger et chacun gère son chagrin comment il veut, comment il peut. Le médecin se penche ensuite sur les blessures de Leopold Storm. Il présentait pas mal de lésions au niveau des mains, des lésions par instruments piquants et tranchants. Et ces blessures sont assez conséquentes, parce que c'est quand même des tendons qui sont atteints, donc c'est pas anodin. Le légiste va conclure que ce sont probablement des blessures provoquées par un couteau. Mais dans quelles circonstances? Là, on n'a pas vraiment la réponse. Dans son rapport, elle apporte une ultime précision intéressante. Les plaies les plus sérieuses ont été suturées récemment. Et Léopold va dire, c'est moi qui me suis recousu tout seul, ce qui est absolument impossible. Étant médecin, je ne sais pas si je serais capable de coudre moi-même mes propres doigts. Ces lésions posent question. Les policiers le savent. Les meurtriers tuant leurs victimes à coups de couteau se blessent souvent aux mains. Évidemment, on ne va pas le laisser repartir et risquer qu'il disparaisse dans la nature. Donc on va faire priver de liberté Leopold Storm pour pouvoir l'entendre. Parce qu'on se pose des questions par rapport à son rôle éventuel dans les faits. Il faut le garder un peu, voilà, pour voir si vraiment il nous a dit toute la vérité et si vraiment il a passé tout le week-end à la côte belge, comme il l'affirme. Donc il est clair que le dimanche soir, il va dormir en cellule. Et je ne suis pas sûr que Léopold a bien dormi. Cette première journée d'enquête se poursuit tard dans la nuit. Le triple meurtre mobilise de nombreux policiers, déterminés à faire éclater la vérité le plus vite possible. Lundi 18 juin 2007, jour 2, 18e heure d'enquête. Pour les enquêteurs bruxellois, la nuit a été courte, mais l'urgence est de faire le point sur les indices retrouvés sur les scènes de crime. L'objectif, vérifier les déclarations de Leopold Storm. Le lundi matin, il y a une réunion de travail dans le bureau de la juge d'instruction. Donc le juge d'instruction, c'est le directeur de l'enquête. C'est le pilote, c'est le commandant de bord, finalement, hein, d'accord si on compare ça à un orchestre, c'est le chef d'orchestre. Là, d'emblée, la juge d'instruction va mettre la pression, en fait, sur les enquêteurs. Elle va leur rappeler que la privation de liberté, c'est-à-dire ce qu'on appelle la garde à vue, en fait, en France, elle dure 24 heures, elle se termine donc en fin de journée, et que pour pouvoir aller plus loin, il va leur falloir des éléments. Et si on n'a pas d'éléments, elle devra prendre une décision qui est une décision de libération. C'est vraiment une chasse à l'homme au chrono, donc une chasse à l'heure. Quand Leopold Storm va basculer dans le statut de suspect, finalement. Les policiers de la crime ont donc quelques heures pour convaincre le juge que Leopold Storm a menti et trouver des indices qui le relieraient au meurtre. Une course contre la montre s'engage. Et on pose la question à Xavier Bruls du laboratoire. Xavier, quel élément matériel est-ce que tu as sur la scène de crime qui peut être pertinent, hein, parce qu'on est on est pressé par le temps. Et Xavier nous dit, moi j'ai une trace de semelle, partout. Une seule trace de semelle, partout sur la scène de crime. Donc c'est vraiment une trace tout à fait caractéristique. Et cette trace de semelle de chaussure, on va la retrouver sous forme de fragments. Fragments parfois dans les mares qui entourent les corps, mais parfois aussi simplement une impression, comme un tampon, si vous voulez. Donc pour nous, c'est un élément matériel capital. Mais une trace de semelle, ça reste qu'une trace de semelle. Il faut l'identifier, il faut surtout la relier à un pied. Et c'est là qu'assez rapidement, il y a des tables qui existent comme ça, qui nous permettent de dire qu'on est face à vraiment une grande pointure, en tout cas plus grande que la norme, puisqu'on parle de 45-46. Et on va apprendre que c'est une chaussure Artengo, donc c'est la marque de Decathlon. Il s'agit désormais de retrouver cette paire de chaussures. De toute urgence, des perquisitions sont menées chez les Storm, à Bruxelles, comme dans leur appartement de La Panne, au bord de la mer du Nord. Ce sont donc des collègues qui vont se rendre sur place, c'est dans le cadre d'une routine, hein, et qui vont être interpellés par la présence d'une paire de chaussettes qui sèchent dans la salle de bain. J'imagine mal un gamin de 19 ans laver ses chaussettes. Et donc, ils vont se dire que ça doit être un élément pertinent. Et ils vont les saisir. Et ici, on joue un peu de chance, finalement, parce qu'en fait, ces chaussettes portent un petit motif brodé. Et donc, lors de l'examen
méticuleux de cette paire de chaussettes, on va se rendre compte qu'en retournant la chaussette, il y a une des bouclettes qui est rougeâtre. C'est-à-dire une trace de sang infime, toute petite, mais il y a une trace de sang. Cette chaussette est immédiatement envoyée au laboratoire pour faire l'objet d'analyses ADN. Alors cette perquisition ne va pas permettre de retrouver les chaussures Artengo. En revanche, elle révèle une quantité de drogue assez impressionnante. Alors on a du cannabis, mais aussi du LSD, des champignons hallucinogènes, plusieurs bouteilles d'alcool. On s'éloigne un petit peu de l'image de l'étudiant modèle qui était venu à la panne pour réviser ses examens. On va aussi découvrir dans les perquisitions, là où ils habitent à Bruxelles, sous son lit, des couteaux. Donc il y a quand même une fascination qui n'est pas feinte pour les armes blanches. Rapidement, on va se dire que l'image de la famille parfaite, elle est un petit peu écornée quand même. Parce que Léopold, il n'est pas aussi parfait que tout le monde veut bien le dire. Hein. Que cache le jeune homme? Peut-il réellement être responsable du meurtre de ses parents et de sa grande sœur? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs doivent à tout prix en apprendre davantage sur Léopold Storm. Jour 2, 20e heure d'enquête. Pour mieux comprendre qui est leur suspect, les enquêteurs entendent ses proches, famille, amis, camarades de faculté. Il étudie la gestion à l'Institut Solvay, donc une université belge. Ça se passe pas super bien à l'école, il a des difficultés. L'enquête a permis d'établir qu'il n'était pas très assidu aux cours et qu'il ne brillait pas par les performances scolaires. Ça ennuie ses parents, son père notamment, avec qui il a de lourdes discussions sur le sujet. Le père n'était pas prêt à payer des études sans que Léopold ne réussisse. Il fallait qu'il réussisse ses études et ça c'était très très mal embarqué. Il échouait d'office à la session du mois de juin 2007, ça c'était évident. Mais il n'y a pas que les résultats universitaires du jeune homme qui préoccupaient ses parents. Depuis plusieurs mois, son comportement les avait alertés. Léopold semblait clairement sur une mauvaise pente. Il sortait aussi un peu trop au goût des parents et c'était l'objet de conflits. Lui-même consomme du cannabis, mais aussi des champignons hallucinogènes. Et donc forcément, on s'intéresse d'autant plus à lui. La matinée a été riche en informations. Les policiers décident de réentendre Léopold Storm pour le confronter à ce qu'ils viennent de découvrir. Ils doivent faire vite, car leur temps est compté. Jour 2, 27e heure d'enquête. Locaux de la crime à Bruxelles. Il est 14h. Léopold a été extrait et transféré à la crime, donc pour audition. Et c'est une audition pour nous qui est sous pression, parce que la juge d'instruction est très claire. Elle veut Léopold Storm pour 16 heures. Si c'est 5 minutes plus tard, c'est fini, il est libéré. Donc on est pressé par le temps, donc 2 heures, c'est pas beaucoup. Plus que jamais, chaque minute compte pour les policiers qui craignent de ne pouvoir faire avouer leur suspect dans ce laps de temps. Et alors quand il va être confronté aux traces de semelles, là il va nier avoir eu des chaussures Artengo. En revanche, ce qu'il ne peut pas nier, c'est qu'il a de très grands pieds, puisqu'il chausse du 45-46. Ça intéresse quand même beaucoup les enquêteurs. Et au moment où ils vont lui en faire la réflexion, il va avoir une réaction un peu étrange. Il va avoir un rictus, il va dire « je ris jaune », c'est quand même pas des traces de semelles qui pourraient m'impliquer dans quoi que ce soit. Durant 2 heures, Jean-Michel Lemoine et son équipe vont tout faire pour faire craquer le jeune homme. En vain. À 16h, comme prévu, Léopold Storm est emmené au palais de justice de Bruxelles, où la juge d'instruction attend de pouvoir l'entendre. La juge d'instruction, elle a évidemment les éléments qui lui sont fournis par les enquêteurs. La juge d'instruction, elle travaille à charge et à décharge. Mais là, il y a tout de même une série d'éléments qui sont présentés par les enquêteurs et qui sont plutôt à charge de Léopold. C'est à ce moment-là aussi qu'on va lister tous les indices qu'on a relevés. D'accord ? Et il y en a quelques-uns dans ce dossier. Il y a 165 prélèvements qui ont été analysés. C'est énorme. Donc ces 165 éléments, ils en attendent les résultats. Mais ils ont quand même déjà un certain nombre d'éléments. Ils ont le fait que Léopold Storm chausse du 45-46. Ils ont les fameuses coupures retrouvées sur les mains. Ils ont les chaussettes qu'ils ont trouvées en train de sécher dans la salle de bain et qui comportent une petite trace de sang, dont ils attendent aussi les résultats. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Et puis il y a l'attitude générale
de Léopold Storm, qui est fuyant, qui apporte une réponse, puis une deuxième, puis une troisième, plusieurs versions. Donc effectivement, elle va l'inculper de meurtre et évidemment, on ne va pas lui dire de rentrer chez lui, donc il va aussi être placé sous mandat d'arrêt. Cette décision donne un sursis au policier belge. Dans les 5 jours qui suivent, il va passer devant une chambre du Conseil. Et donc, il faut étayer les éléments dont on dispose. Donc, c'est une course contre la montre aussi. Alors la Chambre du Conseil en Belgique, c'est une juridiction du tribunal de première instance. En fait, c'est un juge qui va statuer sur le maintien ou non en détention du suspect. Donc là, concrètement, les enquêteurs, ils ont 5 jours pour avoir de quoi légitimer le maintien en détention de Léopold Storm. Et on va à ce moment-là faire appel à toutes les forces vives, que ce soit au niveau laboratoire ou au niveau tactique, pour pouvoir justement développer une stratégie et avoir un maximum d'éléments. On va travailler sur les images, on va travailler sur la téléphonie, on va travailler sur tout ce qui est traces de sang sur les lieux, on va travailler sur les profils génétiques, tous les supports possibles et imaginables pour prouver la présence de Léopold dans le magasin au moment des faits. Pour les enquêteurs de la police fédérale, le temps presse. D'autant plus que l'inculpation de Léopold Storm fait grand bruit dans les médias. Ça renvoie aussi à sa propre famille. On se dit, mais enfin, ça a pu arriver là, est-ce que ça pourrait arriver chez moi? On se projette aussi dans toute affaire judiciaire et dans celle-là a fortiori, puisque c'est une affaire de famille. Tout ça participe au fait qu'elle fait partie des grandes affaires criminelles des 30 dernières années en Belgique. Mardi 19 juin 2007, jour 3, 45e heure d'enquête. Au petit matin, les équipes du laboratoire et le médecin légiste se retrouvent en salle d'autopsie. On part pour une journée d'autopsie. On s'est enchaîné les 3 autopsies les unes derrière les autres. Donc c'est quand même... c'est pas rien. La journée s'annonce éprouvante, mais ces examens médico-légaux sont essentiels pour tenter de comprendre les circonstances de ce massacre familial. Tu essaies d'avoir, qu'est-ce qu'on retrouve chez tout le monde? Est-ce que tout le monde a la même sorte de lésions? Est-ce que ça va tout dans le même sens? Est-ce qu'il y a des éléments surprenants au niveau traumatique qu'on trouve chez une victime et pas chez l'autre? Les conclusions sont sans appel. Toutes les victimes ont été poignardées par le même couteau. On parle de 44 coups de couteau sur Karlouchka, 33 sur la maman et 24 sur le père. À 3, elles se partagent 101 coups de couteau, ce qui n'est pas rien. Le meurtrier se serait particulièrement acharné sur l'une des victimes, Karlouchka, 21 ans. Mais la sœur s'est vraiment fait massacrer par l'arrière, avec une violence terrible. On va même remarquer lors de l'autopsie qu'il y a des perforations, même au niveau de la calotte crânienne. On l'avait déjà un peu pour les 2 premières victimes, mais là, on a vraiment cette connotation passionnelle qui est quand même plus marquante. En parallèle, dans les locaux de la police fédérale, les investigations se poursuivent. La téléphonie de Léopold Storm est passée au peigne fin. Léopold a prétendu qu'il avait passé le week-end à la mer. Or, il s'avère que l'un de ses téléphones montre qu'il est rentré à Bruxelles le samedi, à l'heure où les crimes ont probablement été commis. Et donc ce GSM, il l'a utilisé par après aussi pour donner d'autres appels, avec des contacts qui sont les siens. Donc, ça veut dire que vraiment c'est lui. Donc, là, il a raconté des bobards, ça paraît assez évident. Pour confirmer leur intuition, les policiers bruxellois vont réquisitionner les images de vidéosurveillance de la gare, dans laquelle le jeune homme a pris le train. Donc on va faire des recherches caméra. C'est comme ça qu'on va trouver les images caméra de Léopold. Il sort du train, finalement à la gare du Midi, il est 16h54. Il revient habillé d'une certaine manière, et puis il va repartir quelques heures plus tard, et il sera habillé autrement, et il sera porteur d'un gros sac. Et là, il est 18h58, je crois. Ce qu'il y a dans ce sac, on n'en sait trop rien. Mais pourquoi s'est-il changé? Et puis, de toute façon, ça met à mal, évidemment, sa première version. Et donc, ça ne correspond pas à ce qu'il dit. Alors, Léopold Storm est-il réellement l'auteur de ce triple meurtre? Et si oui, qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme de 19 ans à s'en prendre à sa famille?
Jeudi 21 juin 2007, jour 5, 94e heure d'enquête. Cela fait près de 4 jours que Léopold Storm est placé en détention, quand les résultats des analyses ADN effectuées sur la scène de crime tombent. Ils sont sans appel. On ne trouve que 2 ADN inconnus. Donc il y en avait un derrière une porte, qui est des traces de sang anciennes, et l'autre sur la palette, donc à côté du corps de Karlushka. Il s'avère qu'à 2 exceptions près, 2 vagues exceptions près, ce qu'on retrouve, c'est l'ADN de Léopold. Sur les 165 prélèvements ADN effectués, 163 appartiennent à la famille Storm. On n'a pas d'ADN tiers. On a ou bien les parents, et c'est logique puisqu'ils ont saigné, et la sœur, et Léopold. Point. Donc ça veut dire que c'est logique qu'ils soient impliqués dans les faits. Quant à la minuscule tache de sang retrouvée sur les chaussettes dans l'appartement de la panne, l'ADN n'est pas celui de Léopold Storm. Le profil génétique sera attribué à François-Xavier Storm, donc son père. Fort de ces résultats, les policiers veulent confronter leur suspect aux différents éléments réunis contre lui. Forcément, Léopold est réinterrogé sur ces éléments matériels qui semblent l'accuser. Et là, il va dire « je vais vous dire toute la vérité ». Et donc, effectivement, il va changer de version. Il va reconnaître sa présence sur les lieux des faits. Il avait oublié ses clés pour entrer à la maison. Et donc, il va à l'atelier, enfin au commerce. Et quand il arrive, il est agressé par 2 personnes cagoulées. Il est tombé sur des gens qui étaient en train de s'en prendre à ses proches, et notamment que lui a cherché à défendre ses parents. Alors les blessures sur les mains, forcément, il dit que ce sont des lésions de défense. Lui affirme qu'il a été blessé par un couteau brandi par un assaillant. Là, dans le scénario qu'il raconte aux policiers, Léopold Storm, en fait, il est en train de dire qu'il est celui qui a au contraire cherché à protéger sa famille. Et donc, il va dire qu'il a frappé le premier, qu'il pense même lui aura cassé le nez. Ensuite, il va se faire assommer par un deuxième. Léopold Storm va nous expliquer donc avoir été frappé à la tempe violemment, tellement qu'il est tombé inconscient. Il se réveille dans l'arrière-magasin, avec un couteau dans sa main droite qui est planté dans le cou de sa sœur. Et donc après, il était plein de sang. Voilà, il va avoir peur parce que tout l'accuse. Il y a ses traces partout. Et il fuit à la mer. Et puis il va dire qu'effectivement, c'était pour se couvrir, pour se créer un alibi et prouver qu'il était bien à la mer, qu'il s'est inquiété de ne pas avoir de leurs nouvelles. C'est-à-dire qu'une fois rentré à la mer, il laisse des messages téléphoniques à son père et à sa sœur notamment, dans lesquels il leur fait des déclarations d'amour. Et contre toute attente, le jeune homme reconnaît désormais avoir une paire de chaussures Artengo de taille 45, qui correspond parfaitement à l'empreinte trouvée sur la scène de crime. Il va nous expliquer qu'à un moment donné, un des auteurs va lui tendre un balai. Et il va comprendre qu'en fait, c'est pour effacer les autres traces. D'accord ? Et il va s'exécuter. Son histoire, elle ne tient pas la route. Et puis surtout, il n'y a pas de traces d'autres personnes, il n'y a pas d'ADN étranger. Les agresseurs, ils auraient laissé des traces, ils auraient laissé leur ADN. On aurait trouvé autre chose que celui de Léopold. Mais une question cruciale reste pour l'instant sans réponse. Pourquoi Léopold Storm aurait-il tué toute sa famille ? Nous, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, on n'est pas médecin. Par contre, on est dans la relation avec le suspect, quand même de longues heures, à chaque audition. Et donc, on le côtoie, et donc on l'observe. Pour commettre ces faits-là, il faut être un déséquilibré mental. C'est le paroxysme de la violence. J'ai envie de dire, pour cette affaire, il fallait un mobile. Dès le moment où il clame et clame encore son innocence, les enquêteurs cherchent à savoir les raisons pour lesquelles on viendrait à tuer père, mère et sœur. Il faut au moins une raison. Cette raison, elle n'existe pas. Alors, l'un des mobiles pouvait être la folie. Et on a investigué sur ça. Léopold Storm, est-il fou ? Léopold Storm est alors soumis à une expertise psychiatrique qui doit déterminer s'il est responsable de ses actes.
L'expertise mentale, ça reste un mystère. Lire dans les pensées relève-t-il de l'objectivité la plus totale ou non? Alors moi, j'ai toujours de la réserve par rapport à ces expertises. Les experts psychiatres, premièrement interrogés, ont conclu que Léopold Storm n'était pas responsable de ses actes, qu'il était dans un accès de folie, un accès psychotique. Et donc, finalement, il doit être interné. Et que c'est la seule solution. Si on parle de déséquilibre mental, déséquilibre, ça ne veut pas dire qu'on tombe. Ça veut dire qu'on est fait différemment des autres. Et là, très curieusement, il va s'y opposer et sa famille va s'y opposer. Donc sa famille va refuser l'hypothèse que Léopold a eu un coup de folie et ils vont demander une contre-expertise. Les contre-expertises ont fait que finalement, on dit qu'il ne souffre pas de déséquilibre mental et que donc il va passer dans la justice, le droit pénal ordinaire. Face à ces résultats pour le moins différents, une troisième expertise psychiatrique est alors réalisée. Et là, on a essayé faire le juste milieu, quoi. On se rend compte que Léopold Storm n'est pas fou. Alors il faut sérieusement alors envisager la question que peut-être il n'a pas commis les faits. On aura tout et son contraire et on ne saura jamais si ce jeune homme a vraiment été victime d'un coup de folie, d'un moment de dégarement total, ou bien si c'est un menteur pathologique, si c'est un psychopathe, si c'est un schizophrène qui s'ignore, si c'est un mythomane, j'en sais rien. Malgré des expertises contradictoires, la décision est prise de renvoyer le jeune homme devant la cour d'assises. Léopold Storm sera donc jugé pour les meurtres de ses parents et de sa sœur. Il y a un faisceau de présomptions qui font que tout le désigne. Mais pourquoi? C'est une affaire qui manque furieusement de mobile. Pourquoi est-ce que ce jeune homme aurait tué ses parents, qu'il adorait plus que tout, et sa sœur qu'il vénérait? Non, ça ne tient pas la route. Donc il y a une carte à jouer de ce côté-là. Léopold Storm, à ce moment-là, va adopter une stratégie très simple. S'il n'est pas fou, s'il n'avait aucune raison valable de tuer sa famille, puisqu'on a vraiment du mal à comprendre le mobile dans cette affaire, c'est tout simplement qu'il est innocent. Le suspect continue de clamer son innocence, soutenu par sa famille. Tous les membres de la famille, et notamment en première ligne son oncle, c'est-à-dire le frère du père décédé, sa grand-mère, vont se constituer partie civile, mais vont, au même titre que Léopold, clamer à ses côtés son innocence. Alors ça, autant dire que c'est quasiment du jamais vu. Ça assimile pour moi une forme d'aveuglement que je pourrais comparer à un déni. Parce que, il faut quand même reconnaître qu'on a récolté quand même pas mal d'éléments matériels à charge de Léopold et que ces éléments matériels mis les uns derrière les autres doivent quand même ouvrir les yeux. C'est une enquête qui a été menée de manière tout à fait normale, avec des expertises scientifiques, avec des expertises mentales, avec des auditions. Donc il n'y a pas de critique particulière sur ce travail, si ce n'est que ce travail, finalement, lorsqu'il est analysé, permet quand même raisonnablement de laisser planer différentes interrogations ou hypothèses, différentes hypothèses de travail. En tant que chef de service, je peux vous dire que cette enquête a été menée sans aucun côté subjectif ni quoi que ce soit, de manière totalement ouverte, avec des hypothèses de travail cohérentes, et ce n'était pas du tout une instruction à charge. C'était toujours à charge et à décharge avec un questionnement. Pour les enquêteurs bruxellois, il y aura un avant et un après l'affaire Léopold Storm. Je garde un beau souvenir de cohésion. Franchement, c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit. Les briefings, donc les échanges d'informations ou les échanges d'idées sont capitaux. C'est la première fois aussi que le labo a été si impliqué dans ce type de démarche et ça a été tellement enrichissant pour tout le monde que c'est une pratique qui est devenue régulière depuis. Moi, je déplore qu'une chose. C'est que finalement, Léopold Storm ne soit pas revenu vers nous en nous expliquant ce qui s'est réellement passé. Je pense que ça aurait pu lui servir. Cet homme s'endort tous les soirs en fermant les yeux et je pense qu'il doit voir des images, quoi. Le 27 octobre 2010, Léopold Storm est reconnu coupable des 3 meurtres. La préméditation est retenue pour le meurtre de sa sœur. Il est condamné à 26 ans de détention.
En février 2017, il sort de prison en liberté conditionnelle, à l'âge de 28 ans. Léopold Storm continue de clamer son innocence.